l'instant, ça marche. Et c'est vraiment très très inquiétant parce que nous avons quand même un parti, la France Insoumise, qui est uniquement fondé sur le communautarisme, qui, ça n'engage que moi, je ne veux pas que vous ayez des ennuis, mais qui pour moi est devenu un parti de l'étranger. Nolot, notamment aussi on va revenir parce qu'on a le plaisir nous chaque trimestre de vous conter une chronique dans notre magazine, donc à partir de demain notre nouveau magazine est en kiosque, une chronique sur l'extrême gauche qui est vraiment passionnante, on y reviendra, mais d'abord je voulais vous interroger sur Donald Trump. Oui. Vous avez justement, Éric Nolot, toujours bien critiqué Donald Trump lors du dernier mandat. On se rappelle de vos tweets absolument formidables tous les jours, demandant quand Joe Biden serait arrêté justement par les militants QAnon. Je crois que vous avez arrêté d'ailleurs. Non, j'ai repris parce qu'on m'a fait remarquer avec beaucoup de justesse qu'il n'était pas encore élu. Donc, mais vous savez, il faut quand même... Et maintenant, il pourrait être en prison. Trump pourrait décider de l'y mettre. Oui, mais en fait, c'était une réponse, vous savez, à tous les complotistes qui me harcelaient sur Twitter en disant, vous savez, il y a un plan. Et en fait, vous avez vu, il y a un signe dans le ciel, donc Biden va être arrêté d'une minute à l'autre. En fait, l'armée va l'arrêter et mettre Trump. Et puis, comme ça ne se passait pas, il disait non, mais ça fait partie du plan. Il y a eu un autre signe qui prouve que c'est maintenant dans 2 jours. Donc, je me moque d'eux à travers ce tweet que je fais depuis 4 ans. Bon. Pour être tout à fait honnête avec vous, je serais quand même heureux de l'arrêter parce que 4 ans de running gag, vous voyez, j'utilise un anglicisme pour vous dire que c'est pas tout à fait maîtrisé. Voilà, je serais heureux que ça s'arrête aussi. Mais en effet, cette théorie du complot là, portée par QAnon était vraiment étonnante, quoi. Des gens qui ne voulaient pas accepter la victoire de Biden et qui pensaient qu'il y aurait une intervention de l'armée ou des extraterrestres ou de je ne sais qui. Oui, ça a besoin de les rassurer, alors que Donald Trump avait besoin de s'accrocher pendant 4 ans, de préparer une campagne et de gagner. Ça s'appelle la démocratie, je crois. Alors c'est intéressant justement d'avoir votre opinion, parce qu'on le sait du coup équilibré. En tout cas, vous n'êtes pas un pro-Trump. Comment vous avez jugé, vous, le fait que certaines des minorités qui pourtant habituellement étaient acquises aux démocrates, on pense aux latinos, on pense aussi aux afro-américains, pour lesquels Kamala Harris d'ailleurs adressait un véritable discours, se sont non seulement pour certains penchés vers l'abstention, mais surtout ont voté pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a eu une révélation, en tout cas pour beaucoup de Français, surtout pour la gauche française, c'est que tous les latinos et tous les afro-américains ne votent pas de la même manière, ne pensent pas de la même manière, et surtout n'apprécient pas forcément qu'on tienne un discours communautaire. Donc on a l'impression que, en fait, la seule recette d'ailleurs qu'avait trouvé Kamala Harris, c'était de s'adresser à ces gens à l'exclusion de tous les autres, de tenir un discours progressiste. Mais chez ces gens-là, le discours woke, par exemple, ne passe pas très souvent. Ils sont attachés à des valeurs traditionnelles, et tout le cirque woke avec les transitions de genre, le délire. Écoutez, moi, j'ai un poste d'observation privilégié, je passe depuis 20 ans une partie de mes vacances d'été à Minneapolis, et j'ai des cafés de référence, donc je vois l'évolution. Et dans mon café préféré, j'ai vu apparaître l'année dernière une affichette: évitez de vous adresser au personnel de manière genrée pour pas provoquer des traumatismes. D'ailleurs, donc je peux pas dire hello sir, parce que je risque de provoquer une dépression nerveuse ou peut-être une crise cardiaque à celui auquel je m'adresse. Donc, vu par les yeux de certains latinos, de certains afro-américains et même de certains américains, sans les découper par tranches, c'est insupportable. Donc, ils se reportent vers Trump. Alors, il y a une explication qu'a donnée Anne Sinclair. On va vous demander si vous la partagez avec elle. Exactement, Eric. L'élection de Donald Trump a fait les gros titres ces derniers jours. Et pour certaines personnalités de gauche, la pilule est dure à avaler. C'est le cas de l'ancienne première dame Anne Sinclair. C'est quand même la 2e fois en 8 ans qu'une femme se voit interdire la Maison-Blanche. Ça veut dire quelque chose aussi, peut-être, de la peur des hommes, du phénomène MeToo, du wokisme, de tout ce qu'on a agité aussi comme peur. Il y a eu un rejet d'une femme. Est-ce que vous pensez que c'était un vote macho pour Donald Trump ? Non, mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette déclaration, comme dans beaucoup d'autres, c'est l'impossibilité de penser la victoire de Donald Trump autrement qu'en langage convenu. Que ça puisse s'expliquer à la marge par des gens qui seraient misogynes ou qui seraient racistes, oui, mais c'est pas l'explication principale. Il se trouve, il faut l'admettre, vu de gauche, que Donald Trump a su parler aux Américains. Il a même remporté le vote populaire, ce qui était pas le cas en 2016.
Parce qu'il leur a parlé des deux sujets qui les intéressent, l'identité et le pouvoir d'achat. Voilà l'explication. Mais la gauche se raccroche à cet totem, les vilains américains, racistes, misogynes. D'ailleurs, vous avez dit que j'étais un homme équilibré, voilà un mot qui n'est pas tellement courant dans le débat public. Je vois qu'en face, dans l'autre camp, le camp opposé à la bien-pensance, on a beaucoup de mal aussi à penser Donald Trump, parce que l'analyse qui est un peu courte, à mon sens, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moi, je ne souhaite pas Trump pour la France. Vous voyez ce que je veux dire ? Certaines des idées de Trump vont dans le bon sens, mais elles sont portées, je pense, par la mauvaise personne, et certaines de ces idées vont dans le mauvais sens. Donc, il faut savoir le penser en dehors de ces réflexes pavloviens ou les vilains américains, ou alors, puisque Trump est contre les woke, c'est forcément notre héros. Moi, je pense que les deux positions sont erronées. Ou que c'est Hitler, c'est quand même un mot qui revient très régulièrement en ce moment. C'est anachronique, et puis c'est pas ça qui est en train de se passer. Quand on dit la réduction ad Hitlerum, on ne pensait pas qu'il la prenait autant stricto sensu sur cette utilisation. Mais parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont perdu la capacité de penser. Donc il reste les mots, il reste les symboles. Vous savez pas quoi dire Hitler, vous savez pas quoi dire fascisme, vous savez pas quoi dire racisme, misogynie. Mais c'est pas ça qui fait avancer. Et regardez, non seulement ça ne fait pas avancer aux États-Unis, mais leur discours ne prend plus en France. Les gens ne les écoutent plus. Vous justement qui connaissez bien la gauche, est-ce que vous savez ces derniers mois, ces dernières années, on s'est dit il y a un changement démographique dans le pays. Jean-Luc Mélenchon l'a acté, ce qui justement explique sa stratégie pour parler aux communautés. Et finalement, après cette élection de Donald Trump, en tout cas dans ces conditions-là, est-ce qu'en fait ça ne risquerait pas de se retourner contre lui, qu'on ne risquerait pas demain tout simplement d'avoir un candidat pourtant du camp national, un peu un équivalent de Trump à la française, hein, bien sûr, donc c'est assez différent quand même, qui se retrouverait en fait à avoir cet électorat des minorités qui voterait pour lui, cet électorat issu de l'immigration qui voterait pour lui. Est-ce que vous pensez que ça c'est une grille de lecture qui soit possible ou que Mélenchon aura toujours ces minorités à son service entre guillemets ? À court terme, je pense que la situation ne changera pas. La France insoumise n'a plus qu'une seule stratégie, c'est de draguer un électorat islamiste. Auparavant, les limites de cette stratégie, c'était que cet électorat qu'il draguait ne se déplaçait pas les jours de vote. C'est de moins en moins vrai. Là, ils se sont déplacés. On a vu quand même, entre l'entrée dans la campagne de Rima Hassan, le avant-après, il y a eu un déplacement de voix significatif. Moi, je suis dans une circonscription où Sofia Chikero est élue au premier tour. Et je vois très bien la population que je ne voyais pas dans les bureaux de vote et qui se déplace maintenant. Donc, comme ils ont tout misé sur cette stratégie, peut-être qu'un jour, il y aura un retournement, mais ce ne sera pas de sitôt. Pour l'instant, ça marche. Et c'est vraiment très, très inquiétant parce que nous avons quand même un parti, la France Insoumise, qui est uniquement fondé sur le communautarisme, qui, ça n'engage que moi, je ne veux pas que vous ayez des ennuis, mais qui pour moi est devenu un parti de l'étranger, il faut le dire clairement. Et puis ensuite, un parti, je vais même aller plus loin dans ma pensée, qui, à force de reculer les bornes de la provocation, en soutenant quand même des fichiers S, en disant comme M. Coquerel que, en fait, un fichier S islamiste qui dit que il est plus respectable que le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'un jour, la question de la légalité de la France Insoumise se posera, et se posera la question de l'interdiction de ce parti, parce qu'ils sont en train de passer toutes les bornes de notre cadre commun, de notre socle commun qui est celui de la République. C'est devenu un parti anti-républicain. Et ils vont tellement loin dans ce sens que je pense que cette question de l'interdiction va se poser un jour. Alors justement, en ce moment, il y a un sujet qui remonte depuis en tout cas 1 an. On a un son de Sandrine Rousseau à vous faire écouter à ce sujet. Toujours exactement. Un bonheur, vous pensez. On le sait, on ne commence pas une bonne matinée avec un bon café et des paroles de Sandrine Rousseau. Toujours dans le thème de l'extrême gauche, la fameuse Sandrine Rousseau a fait parler d'elle récemment. Selon elle, Israël a mis le feu aux poudres au Moyen-Orient. Israël est en train de mettre le feu à tout le Moyen-Orient en ayant des actions sur le Liban et en fait en ne prenant pas soin d'avoir une réponse proportionnée à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et là, nous sommes en train de perdre une partie de notre humanité à ne pas avoir une réponse ferme sur ce qui est en train de se passer. Sauf que le 8 octobre, il n'avait pas de réponse ferme, la LFI, sur ce qui s'était passé. Non, mais vous savez, Sandrine Rousseau ne s'adresse ni à vous, ni à moi, ni à vos auditeurs, ni à la France d'ailleurs. Elle s'adresse à son électorat. Voilà. Elle s'adresse aux banlieues islamisées, elle s'adresse aux islamistes, elle s'adresse à ceux qui vont assurer sa réélection. Parce que dites-vous bien que s'il y avait des élections législatives, elle serait réélue haut la main, Madame Rousseau, malgré... de toute façon, je renvoie vos auditeurs au livre que je lui ai consacré. Donc, en fait, c'est plus à documenter. Hein. Les faits et méfaits de Madame Rousseau sont bien connus. Mais ça marche. D'un point de vue électoral, ça marche.
Après, sur le fond de ce qu'elle déclare, donc c'est Israël qui met le feu au Proche-Orient. Donc ce n'est pas le Hamas qui a massacré 1200 personnes, qui dit, chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'il recommencera à la première occasion, que le but reste la destruction et la disparition d'Israël, mais c'est Israël qui met le feu au Proche-Orient. Pas des gens qui posent comme préalable sa disparition. Pas des gens qui, comme les amis de Madame Rousseau, quand il y a un meeting sur les affiches, représentent Israël recouverte d'un kéfier. C'est-à-dire qu'ils sont sur la ligne terroriste du Hamas. Ils sont sur la même ligne. Ils veulent la disparition d'Israël. C'est eux qui mettent le feu. C'est le Hamas qui met le feu, qui a tout fait pour que... Ce qui se passe dans la bande de Gaza, soyons clairs, c'est effroyable. Mais c'est le Hamas qui a réuni toutes les conditions pour que ça soit effroyable. Je vais pas détailler tout le cynisme dont ils ont fait preuve, mais enfin voilà, le fait que ce soit les combattants qui soient protégés et pas la population civile, que les combattants soient mêlés à cette population civile, etc., etc. Madame Rousseau, en fait, le sait très bien, mais elle récite une forme d'évangile ou de Coran, en l'occurrence, pour essayer de convaincre son électorat. Tout ça est nul et non avenu, ça n'a aucun répondant dans la réalité, c'est un discours électoral. Pour rester sur le champ un petit peu de la question de la liberté d'expression, je voudrais parler un petit peu avec vous d'un sujet que vous connaissez bien, parce que vous y travaillez, C8, CNews, etc. Mais sous un angle un peu différent, parce que vu qu'on est en territoire ami, ça permet aussi de se motiver l'esprit. Il y avait un article dans Marianne, il y a 9 mois de ça, qui disait que la droite, il y a 5-6 ans, elle était tellement minoritaire, tellement ostracisée, parce que CNews n'était pas aussi fort, que c'était beaucoup plus facile de transgresser d'une certaine façon. On allait faire un débat avec Elisabeth Lévy, avec justement Geoffroy Lejeune, eux-mêmes n'allaient pas être d'accord entre eux, la transgression était facile. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui, même si on ne va pas commencer à être malheureux effectivement, de se dire qu'enfin il y a des médias qui deviennent importants, même si malgré tout face aux 8 millions d'auditeurs par exemple de France Inter, c'est loin d'être gagné bien entendu, et ça il faut le rappeler à ceux Mediapart, Libération, qui font croire que le groupe Bolloré aujourd'hui dicte l'opinion des Français. Est-ce que malgré tout il n'y a pas un risque que nous-mêmes, à droite, en ne nous questionnant pas, on ne sache plus débattre entre nous et qu'on rentre justement dans une forme de politiquement correct de droite? C'est un risque forcément qui peut toujours arriver. Ce n'est pas encore forcément le cas, mais est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous pensez parfois? Que les opinions, vous les avez classées à droite, disons les opinions, moi je ne prendrais pas cette catégorie, disons les opinions un peu différentes, ouais, et davantage droite-citées, je vous trouve bien optimiste, parce que vous avez rappelé les 8 millions d'auditeurs, mais enfin écoutez, à chaque fois qu'on fait une déclaration qui n'est pas conforme à la doxa, vous avez un système médiatico-intellectuel qui se dresse contre vous, qui est extrêmement puissant et qui est incomparablement plus puissant que CNews, vous ou quelques francs-tireurs réunis. Donc la situation n'a pas fondamentalement changé, à part qu'en effet, des gens maintenant peuvent tourner le bouton de leur télé ou de leur radio et de tomber sur des opinions qui correspondent davantage aux leurs et des opinions différentes de ce qu'on entend partout et qui représentent quand même 95% des médias. Je rappellerai quand même que je ne veux pas me comparer à Michel Onfray, mais Michel Onfray, je crois, n'a pas été invité sur un média public depuis 6 ou 7 ans. C'est également mon cas, à part une figuration dans quelle époque. Donc il y a un système il y a quand même un système où en fait ceux qui ne pensent pas bien sont relégués dans les marges. Moi j'ai fait 2 pamphlets, un contre Sandrine Rousseau, un contre Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas obtenu une ligne, fût-ce pour dire que c'est nul, dans un média classé à gauche. Je parle de centre-gauche à l'extrême gauche. Donc vous voyez qu'en fait, cette ostracisation existe encore. Après, en effet, il faut faire attention de ne pas débattre entre nous, de ne pas être entre gens qui, au début, sont d'accord et à la fin de l'émission, sont d'accord. Moi, j'ai pris soin, vous voyez, de vous dire ce que je pense de Trump. Voilà, Trump, pour moi, ça reste quelqu'un dont l'élection doit être prise en compte, doit être pensée, mais ça reste aussi quelqu'un qui a organisé un coup d'État, qui a essayé de voler par tous les moyens une élection, qui est un producteur de mensonges au stade industriel. Donc j'essaye de penser les deux côtés. Mais moi je vois que sur CNews, par exemple, ça provoque c'est pas des clashs, parce que ce mot a été galvaudé, mais il y a des tensions normales, d'ailleurs des tensions rhétoriques, des tensions de débat sur le plateau de CNews. Je ne suis pas toujours d'accord avec Pascal Praud, qui n'est pas toujours d'accord avec Bilger ou avec Georges Fenech. Donc pour l'instant, ce danger de sclérose, je ne pense pas qu'il nous guette, surtout que nous sommes encore très minoritaires, ceux qui pensent librement. Mais en effet, soyons
Soyons attentifs. Et surtout, on ne peut pas dire que CNews soit responsable dans la mesure où aujourd'hui, l'ensemble des médias se liguent aujourd'hui contre CNews. J'ai envie de dire, il y a presque suffisamment d'ennemis à l'extérieur à combattre pour en créer à l'intérieur. Et avec aussi un ostracisme, ça me vient un échange qui était intéressant entre Pascal Praud et Jordan Bardella cette semaine, il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où Pascal Praud semblait assez critique à l'égard de Jordan Bardella. Vous savez, il y a quelques années, il y avait ce côté, y compris chez nous, on se disait il faut absolument accueillir tout le monde. Et il faut aller dans tous les médias, etc. Sauf qu'on finit par réaliser qu'en fait, si on va commencer chez Frontières à accueillir que des gens de gauche, il y a déjà le service public qui le font. Et nous, nos abonnés vont nous dire, ça sert à quoi de nous refaire la même chose? Et c'est vrai qu'on commence à se dire, ok, c'est vrai que c'est un peu pourquoi on donnerait 50% de notre temps. Au-delà du fait qu'entre nous, quand on les invite, ils viennent pas. Oui. Mais vous me rassurez. Oui, non, bien sûr. J'ai eu peur. À part, parce que s'ils viennent chez nous, après, ils sont plus de gauche. J'ai cru qu'en vous entendant, j'ai eu un coup au cœur. J'ai cru qu'ils avaient évolué vers la tolérance et l'échange d'idées. Absolument tout est normal. Tout se passe comme prévu. Mais dans le fond, il y avait ce côté chez Pascal Praud qui allait presque s'interroger sur pourquoi Jordan Bardella aussi n'est pas d'abord allé chez CNews. Est-ce qu'il ne faut pas justement aller plus loin aujourd'hui dans la conquête médiatique et culturelle en assumant de dire à un moment, en fait, ces priorités à nos médias, en fait, c'est un peu, on utilise les mêmes armes que l'adversaire. À gauche, ils vont tous dans leurs médias de gauche, ils fonctionnent tous entre eux, ils refusent d'aller en face. Pourquoi nous, on leur servirait la soupe, en fait? Oui, alors moi, écoutez, si je me place de mon point de vue, moi, j'accepte les invitations d'où qu'elles viennent. Mais effectivement, vous l'avez tout de suite précisé, elles ne viennent pas d'un certain camp. C'est-à-dire que moi, on m'a reproché, par exemple, d'aller dans tel ou tel endroit. Mais si, par exemple, je pousse je pousse la provocation un peu loin, encore que si j'étais invité, je sais pas, aux universités d'été de la France Insoumise, à partir du moment où ma sécurité physique serait assurée, ce qui est loin d'être le cas. Je connais une bonne boîte de sécu ici. Oui, mais il faut vraiment qu'elle soit très qu'elle soit très performante, parce que ces gens-là ne sont pas seulement dans l'intolérance théorique. Ils sont dans l'intimidation physique. Moi, j'ai failli me battre avec Jean-Luc Mélenchon sur un plateau, quand même. Il y a eu quand même des affrontements qui étaient presque physiques. Il faut bien vous dire que ces gens-là, vous le savez, sont dans une logique insurrectionnelle, révolutionnaire, c'est-à-dire sont des fanatiques de la violence politique. Donc, voilà. Après, moi, je crois qu'il faut quand même essayer de maintenir un dialogue avec l'autre camp, simplement parce que dans l'autre camp, vous avez une zone grise où il y a des gens qui pensent un peu différemment de ce qu'ils affectent de montrer. Et par le dialogue, vous pouvez quand même faire apparaître cette part de non-dit qui n'ose pas, parce que en effet, vous vous faites flinguer par le système immédiatement. Je pense que même la seule présence sur votre plateau vaut un bannissement de l'espace médiatique, des chaînes publiques à vie. Mais c'est là où, vous voyez, c'est un petit peu cette gauche Marianne dont on parle. Mais si on parle de Marianne, je ne sais pas si vous suivez le feuilleton justement du rachat de Marianne en permanence, tout à fait. qui d'un côté est capable de cramer 3 millions d'euros par an, donc je ne sais pas comment ils font, mais de l'autre côté refuse d'avoir quelqu'un, un milliardaire ou autre, qui va montrer patte blanche pour racheter, etc. Ce qui fait que Marianne pourrait être tout simplement liquidée. Avec une Natacha Polony qui, elle, quand même, refuse tout le temps d'aller dans un média de droite. Parce qu'en fait, c'est pas un fantasme aussi, cette soi-disant gauche Marianne qui resterait là-bas, qui se battrait un petit peu pour une forme de laïcité, etc. Mais qui, au bout du compte, en fait, va quand même toujours tirer contre ceux qui sont les patriotes. Oui, certainement. Maintenant, vous savez, la situation est tellement désespérée à gauche que moi, je vous propose de faire preuve d'un peu d'indulgence. Je ne dis pas de complaisance, mais un peu d'indulgence, parce que cette gauche-là, où elle sortira de sa torpeur, où elle reprendra le dessus sur ce que j'appelle la gauche, avec un haut accent circonflexe, ou alors ça se passera très mal pour le pays. Parce que la logique ultime de l'extrême gauche, c'est quand même la guerre civile et le triomphe du communautarisme, c'est-à-dire le triomphe non seulement de toutes les valeurs anti-républicaines, mais même de toutes les valeurs opposées à la gauche traditionnelle. Donc en fait, ils sont quand même, par certains côtés, assez proches de vous. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Maintenant, ce que vous dites en effet est exact, c'est-à-dire qu'il y a une hypersensibilité à tout ce qui pourrait être la moindre complaisance, compromission avec le camp du mal. Bon, je crois que c'est un homme de gauche qui a très bien résumé la chose, Lionel Jospin, qui parlait du théâtre antifasciste. Il y a énormément de théâtre antifasciste.
Effectivement, moi j'ai une pensée, effectivement, je repensais à Légende, justement, où vous parliez de ce début, en tout cas, de bagarre avec Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il y a même une droite qui est partie, ou plus ou moins. C'est monté très haut, parce qu'il m'a menacé physiquement. Moi, j'avoue que parfois, je suis un peu sanguin, voilà, pas souvent, mais ça m'arrive. Ce qui est logique, après. Donc j'ai fait le tour de la table. J'aurais été embarrassé parce que si Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a fait, n'avait pas déguerpi en prenant les jambes à son cou, parce que c'est quand même un homme plus vieux que moi, qui n'est pas dans une forme physique optimale, donc j'espère que mon sang serait redescendu. Mais enfin, c'est pour vous dire que ce sont des gens qui sont quand même habitués à l'intimidation physique et quand même, ils vivent quand même sur le fantasme de 1793, de la révolution russe, des révolutions sud-américaines qui sont quand même toutes basées dans le sang. Donc c'est quand même une tradition, je trouve, absolument déplorable. Donc effectivement, elle ne peut pas s'épanouir dans la France d'aujourd'hui, mais ils commencent. Ils sont tout à fait dans les manifestations, ils ne condamnent jamais les violences. Voilà. Donc j'ai failli moi-même céder à ce travers de la violence physique. J'en suis pas particulièrement fier. Je voulais avoir votre avis, puisque là, on parle de Jean-Luc Mélenchon, de cet appel à la violence de sa part. Quelque part, il a provoqué ça. On a aujourd'hui un député qui est donc Raphaël Arnaud, qui fait partie de nos députés donc à la France Insoumise, qui a lui-même menacé de mort donc Alice Cordy qu'on avait tout à l'heure. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il y ait, selon vous, une sorte de banalisation aux yeux du commun des Français, de se dire bon, c'est pas si grave si on a un homme qui est fiché S, qui menace des femmes de mort? D'abord, quand on veut draguer la racaille, autant adopter ses mœurs. Donc ce sont des mœurs de racaille, voilà. Après, j'ai fait mon papier dans Frontières. Je comparais la France Insoumise au film Freaks de Todd Browning, que j'aime beaucoup. Ce film met en scène d'authentiques phénomènes de foire, c'est-à-dire des sœurs siamoises, un homme tronc, etc. Et vraiment, on a l'impression d'un spectacle de cirque. Il y a le fichier S, Raphaël Arnaud, il y a celui qui, 2 heures après avoir voté contre l'usage des drogues chimiques de synthèse, en achète dans le métro auprès d'un dealer. Et moi, j'ai fait le pari que Elias Dimsalen serait candidat LFI aux prochaines législatives. Mais bien sûr. Je suis prêt à mettre ma main à couper et qui vont finir même par remplacer la France Insoumise. Si vous vous rappelez, contre Corbière, ils ont envoyé un candidat issu des minorités. Il y avait déjà le débat qui disait à un moment, les Blancs, il faut laisser la place. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est la logique ultime. C'est la première question que vous me posiez. C'est qu'en réalité, pour le moment, les islamistes voient très bien que la France Insoumise rassemble les meilleurs idiots utiles qu'ils aient eus de toute leur histoire. Donc pour l'instant, ils laissent la France Insoumise déblayer le terrain, mais évidemment, à la fin des fins, les islamistes purs et durs remplaceront les petits gauchistes de Mélenchon, et Madame Rousseau ne fera pas le poids, et Madame Chiquirou ne fera pas le poids, et Monsieur Arnaud, il a beau rouler des mécaniques, quand il va se retrouver face aux méchants barbus, lui non plus ne fera pas le poids. Donc c'est la logique ultime. Dans Légende, alors Nicolas Sarkozy, lorsqu'on lui a demandé avec qui il aurait aimé dîner, le dîner le plus important, il a répondu avec Jésus-Christ. Imaginez cet homme qui a seulement justement vécu 3 ans de vie publique et 21 siècles après on continue à en parler et qui a su ressusciter. Peut-être essayait-il d'espérer avoir le même destin. Vous, Éric Nolot, avec qui adoreriez-vous justement dîner si vous pouviez le faire avec n'importe qui dans l'histoire? C'est vrai qu'il m'a coupé l'herbe sous le pied avec Jésus-Christ, parce que je vois pas tellement qui d'autre... C'est pas très laïque, d'ailleurs. On peut avoir une conversation laïque avec Jésus-Christ, et d'ailleurs, Jésus-Christ était un laïque. Après, l'Église a été fondée sur son message, mais lui était un laïque, et d'ailleurs... parfois dans ses comportements, il était quand même en contradiction avec certains des préceptes de l'Église aujourd'hui. Ah non, un laïc, non, avec qui j'aurais aimé, moi quand même, c'est un nom qui est énormément cité, mais moi j'aurais bien aimé dîner avec De Gaulle, oui. Ouais, parce que en effet, là on en est à supputer, à dire mais qu'est-ce qu'aurait fait De Gaulle, qu'est-ce qu'aurait pensé De Gaulle. Moi j'aimerais lui demander ce qu'il pense de la situation, et surtout lui demander de la sauver, parce que je crois que seule une personnalité aussi considérable que lui peut nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes tombés, parce que faut quand même dire les choses avec lucidité. Là, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'irrémédiable, quelque chose qui est comparable à la chute de l'Empire romain, presque un destin historique auquel nous essayons les uns et les autres de nous opposer, mais il y a comme quelque chose de fatal, décrit par avance, tout paraît ligué contre nous, en fait, contre la France.
Donc moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand j'entends parler de droite, de gauche. Bien sûr, il y a des valeurs fondamentales de gauche auxquelles je suis attaché, mais moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la France. Et elle va très mal. Et l'avenir qu'on lui propose me paraît extrêmement sombre. Donc j'aimerais beaucoup en discuter avec le grand Charles, oui. Alors après, vous n'aurez pas peur justement d'être... Souvent on se dit on aimerait bien être avec un tel, mais d'être timide au moment du repas ou... Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un général de Gaulle, on se dit qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Il y a toujours ce moment-là où on se retrouve aussi intimidé face à des personnalités comme ça. Moi j'ai l'impression qu'on pouvait vraiment... C'est peut-être une illusion rétrospective, hein, mais qu'on pouvait vraiment discuter avec le général de Gaulle. Il y a beaucoup d'hommes politiques, en fait c'est un monologue. Ils s'écoutent parler, ils ont l'habitude qu'on les écoute, il n'y a pas d'échange. Donc moi je pense que un entretien bien préparé avec le général de Gaulle, on pouvait en tirer quelque chose, pas seulement un exercice un peu convenu. Puis surtout, je pense qu'on n'a pas eu quand même énormément de personnages de cette envergure en France. Je parle de personnages parce que voilà, c'est plus qu'une personnalité, c'est un personnage. Cela dit, dans un registre beaucoup plus léger et moins politique, j'aurais bien aimé partager une soirée avec Jean Gabin aussi. Voilà, c'est mon idole. Je me serais incrusté, j'aurais été le serveur. Mais j'ai pas son appétit. Vous qui avez justement une bonne maîtrise un petit peu de comment la société peut se positionner, il y a un sujet un petit peu délicat qui peut arriver dans les jours et semaines à venir, c'est la mort de Jean-Marie Le Pen. Et souvent, on s'interroge, ces dernières années, on se disait qu'est-ce qui se passera à ce moment-là. Étant donné que c'est une question qui en général est un peu complexe à poser une fois que ces choses-là sont arrivées, à votre avis, qu'est-ce qui se passera ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se retrouver sur une scène de diabolisation ? Est-ce que vous avez réfléchi justement ? Parce qu'on parlait de ces personnalités, dans les faits quand même, dans la Ve République, Jean-Marie Le Pen reste le dernier monstre de cette Ve République qui incarne aussi toute une époque. Oui, ce sera la fin d'une époque, d'abord. Enfin, je parle surtout pour les gens de mon âge, puisque politiquement, Jean-Marie Le Pen a toujours fait partie du paysage. Et en effet, alors il reste quand même pas très gentil pour eux, quelques seconds couteaux qui ne sont pas non plus complètement nuls et non avenus. Il reste Alain Juppé, d'anciens premiers ministres, etc. Mais de cette envergure, en effet, Jean-Marie Le Pen est le dernier. Ce sera très intéressant de voir de voir les réactions, parce qu'il faut bien le dire que Jean-Marie Le Pen, sur beaucoup de sujets, avait été visionnaire. Voilà. Il avait été visionnaire, mais j'en reviens un peu à l'exemple de Trump. Il portait un discours qui était rejeté pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on pouvait être d'accord avec lui, mais on n'était pas d'accord avec lui parce que c'était Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, ça arrive aussi dans un autre domaine avec Renaud Camus. Renaud Camus, maintenant, il peut dire des choses qui sont tout à fait vraies. Il y a des jugements de Renaud Camus qui sont empreints d'une grande lucidité, mais non, ce n'est pas vrai parce que c'est Renaud Camus. Et j'ai l'impression que c'est en train de s'estomper du côté de Jean-Marie Le Pen. Il est retiré de la vie publique. Aux dernières nouvelles, il va pas bien. Donc il est quand même, c'est quand même un homme qui s'achemine doucement vers sa fin. Et je pense qu'on va réévaluer les messages, certains messages de Jean-Marie Le Pen. Mais je ne sais pas si beaucoup auront le courage de le reconnaître dans la classe politique. Ou ce sera encore les réactions un peu pavloviennes que vous m'avez citées à propos de Trump et de Kamala Harris. Est-ce que les gens sont capables de penser Jean-Marie Le Pen en dehors des idées toutes faites et des déclarations vraiment automatiques ? Est-ce que vous avez lu le livre de Jordan Bardella ? Non, pas encore. Et vous comptez le lire ou c'est... Oui, enfin, écoutez... Si vous pensez de l'exercice, justement, vous êtes convaincu parce que vous êtes un grand lecteur, donc... Oui, alors c'est vrai que c'est pas ma priorité, je vous le dis franchement. Moi, en fait, je suis un grand lecteur de littérature aussi, donc c'est vrai que le livre de Jordan Bardella, je mentirais en disant que c'est parmi mes priorités. J'espère qu'il dit quelque chose. Ce que j'ai compris de l'échange avec Pascal Praud, c'était quand même qu'il lui reprochait, à travers ce livre et à travers d'autres manifestations, d'un peu de se notabiliser, c'est-à-dire de vouloir un peu jouer le jeu du système, de ne pas jouer le jeu de la transgression, que certains attendraient, qui a bien réussi à Trump, soit dit en passant. Donc d'ailleurs, ils ne sont pas très trumpistes du côté du Rassemblement national. Donc j'espère trouver une pensée, j'espère trouver une vision, j'espère trouver un souci de la France plus que de lui-même. Alors justement, vous parliez de cet échange avec Pascal Praud. Sans vous faire l'avocat, bien sûr, de Pascal Praud, est-ce que, dans le fond, c'est pas un peu, sévère, Jordan Bardella, de lui reprocher de se notabiliser, quand ceux qui lui reprochent ça sont ceux qui, à une époque,
ou encore récemment, où selon les sondages, ou selon les résultats des élections, vont dire oui, mais en même temps, ils n'ont pas su sortir de leur corner. Également, on parle de Trump. Nous, on le sait, on a fait notre magazine sur Donald Trump, on était bien seuls à le faire. Et à ce moment-là, les gens nous disaient « Ah, quand même, vous en faites un peu beaucoup, etc. » C'est un petit peu, voilà. Et une fois qu'il a été élu, tout de suite, bon, au-delà du fait que tout le monde achetait notre magazine et que les gens envoyaient des messages parce qu'ils avaient un peu envie de goûter à la victoire, les gens, il y avait un petit peu les combattants de la dernière minute. Mais Jordan Bardella, il essaye de dresser un cap aussi où les éditorialistes, y compris Pascal Praud, depuis des années, disent qu'il faut parler aux 51%, disent que Gabriel Attal avait un côté de centre-droit à une certaine époque, etc. Est-ce que c'est pas un peu sévère, justement, de juger l'homme politique? Parce que bien sûr que sur le fond, il y a une stratégie qui, en fait, ça relève plus de la politique, qui a ce côté exaspérant en raison des failles de la démocratie qui font qu'on est obligé de devenir aseptisé. Sinon, on devient Éric Zemmour, mais Pascal Praud n'est pas non plus un partisan d'Éric Zemmour. Donc c'est un petit peu le paradoxe. Non, mais moi je placerai pas du tout le débat de la manière que vous venez de le faire. C'est que je pense que la situation est très grave. La situation est si grave que j'attends chez des hommes politiques, quelle que soit leur appartenance, qu'ils viennent de droite, de gauche, j'attends de retrouver ce souci existentiel. Évidemment que la question économique, c'est très important, la question sociale, c'est très important, mais j'attends de retrouver cette préoccupation existentielle. Je vous avoue que je ne la trouve pas chez Jordan Bardella, voilà, dans ses interventions. Le seul homme politique chez qui je l'ai trouvé, c'est mon ami Éric Zemmour, qui, lui, a vraiment une angoisse existentielle par rapport à la France. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions qu'il propose ou la manière dont il entend dissiper cette angoisse sont bonnes, mais en tout cas, lui à la France chevillée, non seulement à l'esprit, mais à l'âme et au cœur. Et quand je vois que dans cette situation gravissime, ce contexte dramatique, on en est encore aux petites magouilles politiciennes, est-ce qu'on va censurer le gouvernement ou pas, est-ce qu'on va faire passer tel amendement ou pas. Écoutez, c'est complètement décalé par rapport aux enjeux. Il en va du sort de la France, il en va même de l'existence de la France, et on en est aux petits calculs médiocres. Moi, voilà comment j'interprète la situation. Alors, moi, j'ai fait toute ma carrière sur le fait que je donnais mon avis sur les livres qu'après les avoir lus, ce qui me distingue d'une grande partie de la profession critique. Donc, je vais attendre, je répondrai à votre question plus utilement. En les ayant lus un jour, parce qu'il y en a plein qui en parlent sans jamais même avoir lu ces livres. Non, mais bien sûr, hein. mais c'est remarquez, on gagne du temps. Hein. Ouais. Mais non, mais moi... Je me rappelle de Léa Salamé, où c'était sorti, qui cherchait des journalistes pour faire les fiches de ses livres le matin pour éviter de les lire. Oui, mais de toute façon, vous savez, on peut citer un nom ou un autre, mais c'est très généralisé. Voilà. Moi, je pense qu'un livre n'est pas lu s'il n'a pas été lu de la première à la dernière ligne, crayon en main et en prenant des notes. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, voilà. Mais pour revenir à Jordan Bardella, je vais lire son livre. La prochaine fois que vous me ferez l'honneur de m'inviter, j'aurai un avis plus précis et autorisé. Mais il n'empêche que je ne sens pas... dans aucun endroit de la vie politique, ce souci existentiel. Or, je discute quand même avec beaucoup de gens, la notoriété fait que les gens m'abordent dans la rue, dans le métro, ailleurs, eh bien, ils ont ce souci existentiel et personne ne répond à cette angoisse. Ma dernière question très rapide, parce que j'ai un peu duré, mais avec vous, j'ai toujours envie que ça dure. Merci beaucoup. Vous parliez justement d'Éric Zemmour, il s'avère qu'il sort justement une série documentaire dans Canal+, sur le suicide français dans les mois à venir. Ça m'amène aux 40 ans de Canal+, qui de facto, vous travaillez aussi pour ce groupe Canal+, qui va être coté à la Bourse de Londres, qui effectivement aujourd'hui a une ambition de concurrencer le Netflix, de devenir une sorte de Netflix français. Ils sont à 30 millions d'abonnés, ils veulent passer à 50, puis 100 millions. Quel est votre regard justement sur... Moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on va dire Bolloré, en fait, c'est un facho, les acteurs sont contre lui, etc. Mais en fait, aujourd'hui, le premier financier du cinéma français, c'est Canal+, détenu par Vincent Bolloré. Et ça, on a l'impression que ça n'existe pas. Ah non, mais ça, et d'ailleurs, les comptes de Canal+, qui étaient très bons cette année, justement, sont plombés par la perte de C8. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de C8, c'est quand même un scandale total. C'est quand même une censure politique. Voilà, il faut le dire. D'ailleurs, la mobilisation populaire contre la disparition de C8, voilà, le prouve. Les gens ont très très bien compris de quoi il retournait. Après, oui, moi je trouve que la schizophrénie du milieu est extraordinaire. Quand vous avez la lauréate d'une Palme d'Or qui monte à la tribune pour dénoncer l'ultralibéralisme de la France, alors que le secteur est subventionné jusqu'au trognon et qu'ils tapent tous, mais tous,
contre Bolloré, sur Bolloré, jour et nuit, alors qu'en effet, Monsieur Bolloré et Canal subventionnent eux aussi le cinéma français, le tiennent à bout de bras. D'ailleurs, je m'en félicite. Moi, je me félicite que nous soyons peut-être le seul cinéma à avoir résisté au rouleau compresseur américain. Mais enfin, écoutez, ces gens-là sont dans une schizophrénie totale. Et en plus, parfois, pour discuter avec eux, ils ne le pensent pas. En fait, ils sont obligés de montrer patte blanche, ils sont obligés de donner des gages en permanence au système. C'est un système de terrorisme intellectuel où vous devez tout le temps montrer que vous jouez votre rôle dans le petit théâtre antifasciste. Donc, Vincent Bolloré est devenu une sorte de bouc émissaire, de repoussoir. Il suffit de le critiquer et là on dit « Ah, il a critiqué Vincent Bolloré, il est donc dans le camp du bien, on peut aller voir son film, on peut lire son livre, etc. » Tout ça est grotesque. En fait, tout ça est grotesque, mais je crois qu'il faut pas se lasser de le dénoncer. La bollorisation des esprits, c'est presque rentré dans le dictionnaire. Elle a remplacé Satan auprès de certaines personnes. Quand vous voyez bien sûr que c'est une forme d'empire, que c'est très important, mais quand vous voyez ce qu'il y a en face, c'est dérisoire. En réalité, la bien-pensance a encore la plupart des leviers médiatico-intellectuels. Les idées de Vincent Bolloré ne sont absolument pas représentées dans le service public. Elles devraient l'être un minimum. Certainement pas à l'université, certainement pas dans les tribunes des journaux où c'est la cohorte des sociologues qui, jour après jour, témoignent d'une réalité qui n'existe pas, d'une sorte de dimension parallèle. Moi, dès que je vois une tribune qui est signée par un sociologue, je sais qu'il va me faire entrer dans une dimension parallèle, une France qui n'existe pas, une réalité imaginaire. Les pages opinion du Monde qui nous dément, tous les jours. Moi aussi, j'en peux plus, mais ça m'amuse beaucoup à chaque fois. Je veux savoir ce qui va se passer en les lisant. Ce qui condamne, en général, c'est ce qui va arriver parce qu'ils ne savent pas le voir. Non, puis c'est le déni de réalité. C'est-à-dire ils vivent dans une dimension parallèle dans laquelle ils ne rencontrent que des gens qui sont d'accord avec eux et qui sont d'accord pour dire qu'en fait que la réalité n'existe pas, seule leur idéologie existe. Je vous ai fait déborder là, c'est ça? Oui, c'est de ma faute, je vais me faire engueuler. C'était un plaisir de vous avoir, Éric Nolot, en tout cas. On espère vous recevoir à nouveau, peut-être pour parler du livre de Jordan Bardella. Oui, et puis de littérature. Et votre livre, quand est-ce que vous sortez un nouveau livre? Non, là je vais me reposer. Mais là je vais me reposer un peu de la politique, je vais faire un roman parce que, vous savez... Ça fait du bien aussi. Quand on fait un pamphlet, comme je l'ai fait, contre Sandrine Rousseau au Mélenchon, il faut quand même vivre 6 mois avec ces gens. Je peux vous dire que 6 mois de concubinage avec Sandrine Rousseau... Ça devait être dur, après il faut oui, surtout qu'on aime les hommes déconstruits, c'est pas trop le genre de la maison, donc ça a été une épreuve très très douloureuse. Merci beaucoup Éric Nolot, en tout cas, bon courage. On continuera évidemment à vous suivre, on espère vous recevoir très bientôt.